Vous êtes à l'atelier de Graphic Alliance. Je vais vous présenter, rassurez-vous, il n'y a pas 250 slides et on va aller dans le vif du sujet. Mais je vais essayer de planter le décor de qui nous sommes, parce qu'on a un métier un petit peu particulier dans le métier de l'équipement et de l'informatique. Nous sommes intégrateurs. Donc notre rôle va être pour une marque, pour un atelier de production, d'agréger des solutions de façon à trouver le ROI qui va leur permettre de produire mieux, de diffuser dans des meilleures solutions. Donc on arrive, nous notre mission c'est d'arriver dans une marque et de faire le constat de ce qui existe. Alors parfois il y a du DAM, des fois il n'y en a pas, des fois il y a du PIM, des fois il y a des outils de collaboration, et de trouver la glu qui va faire en sorte que tout va pouvoir s'automatiser. Voilà globalement notre métier. On existe depuis 17 ans, on est présent à Bordeaux, Rennes, Paris, et nos clients sont plutôt des annonceurs maintenant, clac. Voilà, avec des profils très différents. Donc c'est ça qui est un peu paradoxal chez nous. On va avoir des unités de production assez fortes, des noms peut-être que vous connaissez comme Altavia, TBWA, etc., Gutenberg, et des marques qui sont venues nous solliciter, puisqu'historiquement, nous équipions les studios de création. On vendait des Mac, des imprimantes Epson. Alors je vois des visages un peu juvéniles, donc vous n'avez pas connu, c'était le temps d'avant. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un parcours métier assez important, de façon à aujourd'hui, quand on va voir une marque, on peut parler aussi de la difficulté, puisque faire de la création, c'est pas juste aller sur Canva, c'est aussi tenir compte de prérogatives qui sont liées à la marque et aussi aux problèmes de diffusion qui sont le print, mais aussi digital. Voilà pour ça. Hop, on va aller un peu plus loin. Donc voilà comment on conçoit notre écosystème. Donc la base, qui est présente ou pas chez le client, qui va être la partie gestion. Donc clairement, je commence une campagne, sur quel outil je la commence? Alors ça peut être un tableau Excel, mais ça peut être effectivement, et ça nous allons le développer pour le client, un front office qui va permettre de un peu agréger tous les besoins. C'est une campagne, voilà son temps de diffusion, voilà les coûts associés, voilà les personnels associés. Donc c'est ce que j'appelle le back-office de la campagne. Et on va venir aussi dans le même outil, dans ce Content Factory, puisque le mot est à la mode et il est important, agréger des outils présents ou pas, mais que nous sommes capables d'intégrer, comme le PIM, qui est le Product Information Manager, donc qui va être un petit peu le container produit avec tous ses attributs, le container DAM, avec tout ce qui va être vidéo, office, patrimoine, etc. Et ensuite, l'objet, ça va être à partir des éléments de la campagne. Typiquement, j'ai besoin de produire une animation sur des télés en point de vente et des affiches et des stickers au sol, de pouvoir agréger tous les éléments de la campagne pour automatiquement les produire avec les solutions qu'on va intégrer. D'accord ? Donc évidemment, vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas de magie, il n'y a jamais de magie, hein. Même ChatGPT, ce n'est pas de la magie. On va s'appuyer sur des bases de produits, des bases d'images et aussi des bases de templates, puisqu'on va parler dans les événements ensuite de templates intelligents. Donc il y a bien au début une création, une personne qui s'est dit, tiens, pour cette marque, ça c'est fun, il faut le faire comme ça, voilà les personnages qu'on va mettre, voilà la typo. Nous, on va prendre ces éléments constituants et on va les automatiser. Donc voilà un petit peu le but du jeu après, c'est-à-dire que ce template intelligent, il va embarquer des prérogatives qui sont liées à la marque, la couleur, les styles, etc. Mais aussi tenir compte des canaux de diffusion, puisque vous le savez, on ne publie pas en héliographique comme on le fait sur un site LinkedIn. Donc c'est le même template au début, et à la volée, on va adapter les contraintes techniques qui sont liées à la plateforme qui va recevoir, la plateforme étant un imprimeur ou LinkedIn, TikTok, etc. etc. Voilà quelques portails qu'on a réalisés récemment. Donc nous, notre métier va être effectivement de pouvoir aussi avoir un apport fort sur l'UX, de façon à ce que, pas simplement la marque, mais évidemment, nous sommes des êtres humains, les gens qui constituent la marque vont pouvoir s'approprier. Donc comment je vais avoir un UX qui va me permettre de trouver mes éléments de campagne, de DAM, de PIM, etc., dans ma langue, de façon à ce que je puisse effectivement avoir une adoption la plus générale possible. Vous voyez quelques exemples dans le groupe PPCE, chez
Caisse d'épargne, on ne travaille pas pareil que Banque Populaire, et pourtant on fait partie du même groupe. Donc il a fallu tenir compte de ça, de façon à ce que les gens retrouvent une autonomie et retrouvent aussi une habitude de travail. Si on prend le cas de McDo, on est dans une organisation un peu différente où il y a à la fois des restaurants qui sont en nom propre et des franchises et qui sont clients de McDo France. Donc on les voyait dans une organisation aussi un peu différente. Là, je suis une agence de Banque Populaire. Je dépends de la marque de façon très forte. Là, ici, je suis client de la marque. La franchise, c'est quelque chose de très particulier. Donc, il y a aussi des fois d'autres exigences qui peuvent rentrer en compte. On va parler du cas Coca juste après. On peut parler aussi des 600 points de vente de Leclerc qui utilisent un Content Factory aussi et qui font en sorte que, un point très important d'ailleurs qu'on a retrouvé chez McDo, je vais plutôt citer le cas de McDo qui était assez drôle parce que quand on a fait notre soutenance il y a 5 ans, donc évidemment on a mis notre joli costume, on a présenté, on a dit que c'était formidable, qu'ils allaient gagner beaucoup d'argent, etc. Et il y a toujours un représentant dans le retail ou la distribution qui est dans un coin, qui nous observe et à un moment qui lève la main. Donc tout le monde est sanctuarisé en se disant qu'est-ce qui va se passer, et qui nous a dit je voudrais juste que vous n'oubliez pas que le matin j'ai 2 exigences et pas plus. 1, quel est le chiffre de la veille? 2, est-ce qu'on a assez de personnel pour faire les services du midi et du soir? Sinon, j'ai pas assez de temps. Et donc, finalement, tout était dit en termes d'UX, d'efficacité, de mise à disposition. Des fois, on a des fantasmes. Ah, ça serait bien qu'on... Non, il faut être, évidemment, apporter des éléments, mais il faut aussi servir la marque le plus efficacement possible, parce que tous ces gens-là, ils ne font pas de la production graphique. Coca, il vous vend de la boisson, McDo, de l'alimentation, là des produits bancaires. Donc, il ne faut pas oublier la finalité de la vente dans un Content Factory. Alors, on va commencer l'histoire. Alors, j'ai filmé ça, j'ai rendu un peu anonyme, parce que le cahier des charges de Coca et surtout la partie financière et RGPD, elle est généralement assez monstrueuse, donc vous verrez peu de logo Coca, sachant que Coca-Cola est une marque. On y retrouve Coca, Sprite, etc., etc. Et c'est une boîte assez formidable, qu'on le veuille ou non, dans sa démarche marketing, puisque son obsession, puisque nous l'avons comme client à travers le monde, c'est de pouvoir être à un point de rencontre avec vous n'importe où. Donc une station essence est un point de rendez-vous avec vous. La buvette du coin est un point. Donc comment, sur le point de vente, je vais pouvoir vous capter votre attention et vous vendre mon produit. Donc ça a l'air basique comme ça, mais c'est un sacré challenge, parce que finalement, si vous regardez les corners dans la grande distribution, ils sont différents d'une station-service, ils sont différents d'un food truck, etc., etc. Et donc toute cette mécanique, elle est mise en place. Et j'allais dire, il y a carrément aussi un caractère social, puisque nous ne consommons pas à Paris, comme à Dubaï, comme à Singapour, etc. Donc c'est aussi important aussi pour la marque de connaître localement l'égérie qu'on va pouvoir mettre, le produit, la couleur, le message, de façon à bien, encore une fois, faire une connexion avec le produit que nous sommes. Nous sommes tous des produits, donc consommateurs, pour nous vendre des produits. Allez, 24, j'avais quoi jusqu'à 45? C'est ça, ok. Alors, si je suis... Hop. Hop là, évidemment. Hop. Oui. Bon, l'enjeu, comme vous le voyez, c'est effectivement, comme je vous dis, d'être partout et d'avoir un marquage évidemment différent. Je suis dans un rayon, je suis en vitrine, et pouvoir un marquage. Donc, c'est à la fois construire pour Coca-Cola à travers le monde des campagnes, mais les mettre à disposition des centres de distribution. Et évidemment, de régionaliser. Est-ce que je mets en avant une remise, un prix, un visuel, etc. Donc voilà comment se compose ce fameux portail anonyme. Donc ça reste entre nous, c'est celui de Coca, mais on a inventé une marque qui s'appelle Cheat Chips. Donc on va créer une campagne, on va aller chercher les éléments de campagne qui m'intéressent. Roll-up, affiches, marquage au sol, éléments digitaux, etc. Donc je vais collecter tout ça. D'accord. Donc déjà, je suis en train d'assembler une bibliothèque de templates. Souvenez-vous des templates dont on parlait. Okay. Templates créés via InDesign au début, de façon à avoir les feuilles de style, les feuilles de caractère. Je vais tout mettre dans un panier. Et à partir de ce moment-là,
je vais avoir dans le panier de ma campagne tous les éléments que j'ai sélectionnés. D'accord ? Donc vous voyez que sur le côté, en fonction de mes droits, j'ai un certain nombre de choses pour scénariser ma campagne. Donc la scénarisation, ça va être quoi? Ça va être des éléments qui sont liés à, on le verra tout à l'heure, aux produits que je veux mettre en avant, à l'égérie que je veux mettre en avant. Là, par exemple, ça va être le produit qui va changer. Hop. Oui, donc visuellement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais chercher Spicy, alors je vais dans le DAM choisir le visuel et peut-être même dans le PIM les éléments qui sont liés au produit. Okay, et tout ça vont se mettre en page automatiquement. C'est pour ça qu'on appelle ça du dynamic layout, du template automatisé, de façon à ne pas avoir de contraintes. Pareil sur les éléments de langage. Donc là, les éléments de langage ont été rentrés. Je peux aussi donner la possibilité de personnaliser. Sur le pricing, comme vous le voyez ici, je vais pouvoir mettre en évidence soit des éléments de discount, afficher mon discount, avec des garde-fous évidemment. Alors encore une fois, si j'en donne les droits, okay. Je vais pouvoir évidemment faire du sur-mesure. Donc en haut, je suis allé sélectionner mon template qui m'intéressait. Et sur celui-ci, je vais pouvoir aussi rentrer des tailles différentes. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans notre module, c'est que je peux avoir, on va hop, juste une faire. Ah oui, d'accord, ça ne marche pas la pause, très bien. Prenons le cas où j'ai un influenceur qui a fait un superbe site WordPress. C'est pas moi qui lui dis c'est un 600-400 pixels que tu vas prendre. C'est lui qui me dit moi j'ai la place pour tant. Donc je suis client de la plateforme, je vais pouvoir rentrer dynamiquement cette taille et dynamiquement la mise en page va se mettre en place avec des droits. D'accord ? Donc ce n'est pas simplement une taille, parce que imaginez un format horizontal qui devient vertical, là c'est un peu le chaos au niveau de la mise en page. Donc tout a été prévu dans la mise en page pour que dynamiquement, je puisse par exemple faire un focus sur un visage, ce qui est le cas sur l'horizontal et pas le vertical, etc., etc. Alors je vais me remettre, parce que décidément je ne suis pas doué. Hop. Hop, hop, hop. Je ne vais pas vous la refaire entièrement. Hein. Pourquoi j'ai pas de... Bon, attendez, on va faire mieux. Pas mieux, je ne sais pas. Tac. Ah, c'est là, voilà, ok. Non, c'est pas là. Bon, j'aimerais bien avoir un... J'avais normalement un minuteur quelque part. Ah. Animé, action, entrée, tac. Non, c'est pas lié à ça. Bon, c'est embêtant. Quelqu'un peut m'aider? Vous savez où se trouve le curseur de démarrage? Non? Directement? Ah, d'accord, ok, je lance. Parce que je ne le vois pas là. Ah oui, d'accord, ok. Très bien, je vois ce que vous voulez dire. Alors, ah oui, hop. Donc j'ai la vidéo quelque part, je vous prie de m'excuser de cette approximation. On est meilleur sur la gestion de projet. Hein. Tac. Donc on va faire ça. Et donc, normalement, sous vos yeux ébahis, voilà, super. Nickel, merci de votre aide. Hop, alors, on en était là à peu près. Hop là. On va agrandir ça. Voilà, donc dans cet exemple, j'ai sélectionné donc, un template particulier. J'aurais pu me satisfaire effectivement du panier que j'ai fait. Et là, je vais effectivement demander, comme je vous l'ai expliqué, des tailles particulières. Et je vais pouvoir effectivement appliquer ça, soit uniquement à ce template. Vous voyez qu'on gère des templates animés, donc pas juste un format JPEG. Donc effectivement, je vais pouvoir avoir une séquence aussi qui est embarquée. Et quand je vais changer mon produit, ça va être embarqué directement dans mon animation. Okay. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur cette vidéo? On va pouvoir évidemment, la marque a proposé de régionaliser ses égéries. D'accord ?
Donc là, c'est encore une fois, évidemment, une traduction qui va se faire automatiquement de la baseline, du visuel qui est associé. Donc on a effectivement quelque chose de fort, parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes visuels en Europe qu'à Dubaï, par exemple. Donc on va vraiment tenir compte de cette particularité. Vous voyez qu'on a même. Donc tout ça est organisé par la marque de façon à laisser un choix sélectif, mais que ça ne soit pas, encore une fois, je vais chercher une image n'importe où, je fais ça dans Canva et on verra si ça satisfait la marque. Donc il y a vraiment un contrôle très très fort de la marque sur les éléments de langage et aussi sur les visuels qui sont utilisés. Voilà, mon projet est fini. Donc je vais avoir toutes les possibilités. Voilà, donc, mes campagnes qui sont là avec les différents éléments. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir soit, si j'en donne les droits, les downloader, ou soit les diffuser. Donc on a toutes les API qui permettent alors soit d'envoyer aux imprimeurs, ou soit d'envoyer à des plateformes de diffusion qui vont décider que jeudi à 17h, cette publication va, par exemple, on sait que LinkedIn, généralement, il faut publier entre 11h et midi, plutôt le mardi, plutôt le jeudi. Donc, on va pouvoir séquencer ça avec ces plateformes qui sont disponibles sur le marché et grâce aux API. Voilà, vous en savez autant que moi sur les... désolé de cette petite hésitation sur la partie technique, mais voilà comment aujourd'hui, McDo, ma langue à fourcher, Coca gère à travers le monde toutes ces communications de façon, encore une fois, à adapter le matériel à son diffuseur. Est-ce que je suis une filiale? Est-ce que je suis un grossiste? Est-ce que je suis un point de vente? Et respecter la marque. Être sûr que les visuels aussi, c'est ça aussi qui est intéressant avec les connexions avec les dames et les PIM, c'est que si un visuel, entre-temps, a été mis sous embargo ou a été modifié, j'en ai l'héritage automatiquement. Tout à l'heure, quand je suis allé chercher, par exemple, Asie, et une égérie est arrivée, cette égérie, elle vient du DAM. Donc ça veut dire qu'elle a eu un cycle de vie validé pour l'Asie. Si elle a été changée, ça aurait été une autre égérie. Donc j'en profite dynamiquement. C'est ça aussi qui est intéressant. Donc ça veut dire aussi que je vais piloter complètement les assets et tout ce que j'ai investi en termes de communication, télévisuel, de marque, etc., je vais le retrouver sur mon point de vente puisque le fil vert, c'est bien celui-ci. J'investis sur des médias, je vais dire, très généraux. Et au fil, je vous entraîne vers le point de vente et je vous attire sur le point de vente pour faire la promotion du produit qui vous est nécessaire, n'est-ce pas? Puisque, voilà, c'est ça. Donc on a la même démarche avec McDo France et les 1400 restaurants en France. Donc ils ont, eux, quelque chose d'assez intéressant dans le portail, c'est que quand ils créent une campagne, là vous avez vu, je crée une campagne, je mets un nom, on va aussi avoir la notion de pourquoi tu crées une campagne. Ce qui n'est pas idiot. Donc, j'ai un concurrent qui est en face et il va falloir que je fasse quelque chose. Il fait beau, j'ai un match de foot. Donc en fait, toute l'organisation des templates et notamment des baselines va être organisée de façon à créer une communication qui correspond à un besoin. J'ai personne dans mon magasin, que sais-je? Par exemple, je vais faire du marketing de comptoir, m'en voulez pas. Il fait super beau, donc il y aura certainement une affiche avec des Sundays. Bah ouais, ça a du sens. Maintenant, s'il fait moins 15, je ne pense pas que j'aurai accès à au template des Sundays. Donc, à chaque fois, je vais me faire assister. N'oublions pas, tout à l'heure, l'adage que je vous racontais sur McDo, je n'ai pas le temps de faire de com. Je n'ai pas le temps. Donc, au pire, qu'est-ce qui va se passer? Je vais sortir un PowerPoint. Et on parle de grandes marques. Peut-être que certains d'entre vous font partie de ces organisations, mais je me débrouille, il faut que je communique. Donc, le pire, c'est, bon, j'ai rien, je vais aller dans Canva, PowerPoint, et puis de toute façon j'ai fait la fête d'anniversaire du petit, donc au niveau couleur je suis au top, et là c'est la catastrophe. Donc ces outils servent à ça, à maîtriser la marque, évidemment, mais aussi les produits et le cycle de vie de tout ce qui a été investi, parce qu'à un moment, quand je mets des images dans un DAM, il faut qu'elles servent à quelque chose, et pas simplement se dire, bon, un peu, voilà, c'est là, et c'est sanctuarisé, donc c'est comment je vais consommer ces médias pour que mes points de vente puissent en faire l'usage. OK? Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes tellement impressionné que... Alors évidemment, Coca est assez emblématique sur sa démarche, mais assez intéressante. McDo l'est aussi. On a fait des équipements aussi
tout aussi pertinent chez les gens comme Coup de Pâte, par exemple, c'est un des plus gros, non pas producteurs, mais de diffuseurs de surgelés en France. Donc, par exemple, beaucoup de boulangers vendent, vous savez, les millefeuilles qui sont parfaitement alignés et donc qui sont de très bonne qualité, mais qui sont congelés, hein, qui n'ont pas été faits maison. Donc, ils fournissent la France entière par rapport à ça. Et la problématique est la même. C'est-à-dire comment un centre comment je vends du café, comment je vends des barres de glace, avec une communication efficace. Donc ils ont mis en place ça à destination de leurs distributeurs, de façon à les accompagner sur le produit. Et pas juste, je mets un produit, et puis après, vous avez certainement vu ces affiches où il y a par exemple des boissons avec différentes colorants, et puis c'est rayé au feutre pour les parfums qui ne sont pas disponibles. C'est moche, c'est pas une bonne image de marque. Donc du coup, c'est comment je propose à ce point de vente de dire, lui, il ne veut que coca et fraises, qu'il ait que l'affiche avec coca et fraises et pas tous les autres rayés, moches, et puis qui n'est pas un signe de qualité par rapport à ça. Pareil pour les cafés. Hein. Aujourd'hui, c'est la grosse bataille du café, parce que c'est quelque chose de très très rentable, le café. Donc comment je mets en place une politique de café pour dire que mon café est le meilleur. Mais en tout cas, je ne peux pas dire, voilà, et si vous allez dans les boulangers, il y a beaucoup de points de café, parce que c'est un bon business. Donc encore une fois, il faut pouvoir communiquer dessus, et pas juste marquer à la craie sur l'affiche 1 € le café, ou au feutre. Oui, on sait qu'il y a un café, mais c'est pas sûr qu'on se dise inconsciemment, ah ouais, ça va être un bon café. Je fais effectivement une belle photo, un bon média, et pourquoi pas un discount 2 € avec une chocolatine. Je viens de Bordeaux, hein, donc je fais un peu de promotion. Ça peut être aussi, encore une fois, de faire du business additionnel. Hein, puis tout l'objet de tout ça, c'est pas juste de dire, regardez comme on est beau, c'est on fait du business avec ça. Ok ? Voilà, et bien écoutez, si vous voulez un petit peu parler un peu plus de ça, on est à votre disposition. Soit vous venez sur le site, vous nous appelez, on est sur le salon, et au plaisir de partager des choses qui pourraient vous intéresser. Vous avez une question peut-être ? Du coup, vous avez parlé de la mise à jour des images. Oui. Comment vous faites quand il y a une image qui est retenue d'urgence et qui a potentiellement été utilisée et qui est encore, dans certains pays, utilisée ? Ouais. Des notifications spécifiques. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. Alors, en fait, chez Coca, c'est plutôt des campagnes très éphémères. Donc, on n'a pas mis ça en place là-dessus. On l'a sur McDo, par exemple, ça, ces alertes. Donc, c'est quand je ne suis pas alerté sur la campagne parce que, en fait, quand je vais sur la campagne, je suis censé avoir les bons visuels, d'accord ? Mais je viens de le faire et on va imaginer un scénario qui est l'image est sous embargo parce que j'ai plus les droits, parce que l'égérie m'a appelé en me disant c'est $1 million maintenant si j'apparais devant un McDo. Ok. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On a une interconnexion avec le portail qui va faire en sorte que je vais alerter, puisqu'on gère le cycle de vie dans le DAM, c'est-à-dire on sait quelles sont les campagnes qui ont utilisé ce média et quelles sont les campagnes, les personnes qui sont connectées pour créer les campagnes. Donc du coup, j'ai tracé tout ça. Et si j'ai cet embargo, ce changement de droit, clac, je vais les avertir automatiquement. D'accord ? Donc ça va être assez intéressant. Donc évidemment, si ça se faisait instantanément, moi je vais faire ma campagne, soit je n'ai plus l'égérie, ou soit effectivement j'ai une autre égérie dans mon exemple qui va se passer. On a le cas par exemple avec Renault qui eux font beaucoup de mini-sites. Enfin, tous les fabricants automobiles font un mini-site. On va prendre le cas de Fiat avec la Fiat 500 électrique. On a un lien direct du CMS avec le DAM. Pour le coup, on ne passe pas par ce portail, ce qui fait que si l'image n'est plus valable, automatiquement, elle va le switcher avec la nouvelle. Alors évidemment, il y a toute cette répercussion d'avertir le responsable du site, blablabla, mais voilà, il n'y a pas une page blanche où le pire, et c'est tout l'intérêt de ces interconnexions, c'est qu'à un moment, j'ai un master, il a été diffusé à la volée dans des templates ou mis à disposition, et à un moment, quand je l'ai mis sur mon bureau, je sais qu'il l'a pris puisque j'ai tracé dans mon cycle de vie qu'il l'avait pris. D'accord ? Donc je vais pouvoir l'alerter. C'est le cas, j'en parlais avec une personne tout à l'heure, j'ai un tarif qui est à jour, je l'ai téléchargé, je le diffuse dans mes agences. Il y a un moment, si le tarif change, je ne peux pas aller sur le bureau informatiquement changer les choses, mais par contre, je vais effectivement alerter toutes les personnes. Donc c'est super important, effectivement, que quand je me connecte, quels sont mes droits et quel est le niveau d'alerte qui va m'incomber de façon à gérer effectivement ce type d'événement
Merci, c'est une excellente remarque parce que le cycle de vie, c'est bien de se dire, mais voilà, quand les médias sont morts ou archivés, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Donc voilà, il y a cette politique qui va permettre. Alors, dans le cas, ce n'est pas le cas de Coca. McDo, encore une fois, c'est peu arrivé parce qu'il y a évidemment une grosse anticipation de la gestion des droits parce que c'est souvent par rapport aux égéries. Et puis, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, on est capable de donner la possibilité de changer des prix, des discounts, etc. Bah, on va évidemment donner ces droits à une certaine partie des gens et pas à tout le monde. Ou alors mettre des garde-fous. Je peux faire une remise maximum de 5%, en moins ou en plus, mais pas plus. Si je mets 60% de remise et je fais Enter, ça ne sera pas applicable. Okay, donc on va mettre ces garde-fous avec la complicité de la marque, parce que l'informatique peut tout faire, même des énormités, même un discount de 99%. Donc on est là aussi pour s'appuyer là-dessus. OK ? Il nous reste 4 minutes, pardon, oui. Oui. Non, alors c'est aussi l'avantage. Alors on travaille avec une techno pour les templates qui s'appelle Chili Graphics. Donc c'est une société c'est une solution qui existe depuis une dizaine d'années à peu près. Et donc ce qui est intéressant, c'est comment ça va se passer pour que ça arrive ici, parce que c'est voilà. Je suis dans InDesign ou Photoshop, parce que j'ai utilisé Photoshop sur digital. J'ai un petit plugin, je fais mon template et je le pousse vers le serveur, parce que je peux avoir plusieurs serveurs le cas échéant. D'accord ? Donc c'est vraiment des documents au sens Photoshop, Illustrator, InDesign au début. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ça, l'emmener sur le portail, et on va embarquer aussi toutes les feuilles de style, les feuilles de caractère, les médias. Et qu'est-ce qu'on va faire dans le portail ? On va appliquer des règles. Donc par exemple, les règles, c'est, souvenez-vous tout à l'heure, je suis passé du format horizontal au vertical, qu'est-ce qui va être modifié ? Donc je vais appliquer des règles pour que ça se fasse automatiquement. Parce que s'il faut que je prévoie 250 déclinaisons à chaque fois, c'est un truc de fou. Donc là, le temps gagné, il est ça. Donc pour répondre à votre question, aujourd'hui, les marques, c'est... Alors, pour Coca et McDo, alors je connais plus l'agence de McDo France qui est TBWA, c'est TBWA qui s'en occupe, donc qui crée dans InDesign la campagne et qui le pousse directement dans le portail. Et donc là, après... alors c'est des technos en HTML, blablabla, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va bien conserver tous ces attributs, des fois qui sont assez forts. Parce que vous vous rendez bien compte que, par exemple, je vais changer de langue, bah, j'ai peut-être un saut de page à gérer. Si j'ai un bloc avec du texte coulant, qu'est-ce que ça devient ? Voilà, on pourrait reparler de Canvas, par exemple, et de ses errances des fois. Là, on est vraiment dans des règles très très claires. Très très claires par rapport à ça. Ou par exemple, quand je passe de l'anglais au français, j'ai... plus de signés. Qu'est-ce que j'en fais ? Donc je vais mettre des règles, par exemple, qui vont être, je diminue le texte jusqu'à une certaine valeur, ou j'augmente la taille du bloc. Donc on va mettre des règles de façon à ce qu'il n'y ait pas, je rentre du texte, parce qu'il y a des gens qui aiment bien s'exprimer, mais si j'ai mis un bloc de 120 caractères et j'en mets 1000, ça ne rentre pas. Mais j'ai évidemment une alerte. D'où les baselines qui sont évidemment rentrées, parce que c'est plus clair. Mais si j'ai une modification à faire, je vais pouvoir aussi adapter le bloc avec des règles. Donc en fait, pour répondre à votre question, qui aujourd'hui dans la marque le fait ? C'est la marque, donc soit le studio interne, ou soit son agence de communication. Nous, par exemple, on travaille pour McDo, où parfois on supplée TBWA parce qu'ils sont overbookés. On ne fait pas de créa, mais c'est McDo qui nous donne les créas, et on les met sur le portail. Voilà, on fait, entre parenthèses, le passe-plat. Qu'est-ce qu'on va faire comme action aussi ? On va s'assurer aussi d'un point de vue qualité que le bloc avec baseline, il correspond bien dans le CMS, à baseline. C'est tout con, mais voilà, donc il y a une espèce de conformité qui se fait automatiquement, mais on va faire ce petit contrôle qualité. Ce qui va être intéressant, c'est qu'il n'y a pas de codage. C'est pas je prends un InDesign ou un Word et puis après j'essaie de me débrouiller, parce que là c'est beaucoup d'approximation. Donc là on va être très très précis sur le format de la marque. Et aujourd'hui, même les gens qui mettent ça et qui paramètrent dans l'outil sont soit la cellule de communication, soit l'agence. Donc on est vraiment, nous quand on fait des formations chez nos clients, quand on nous dit qui doit être formé pour mettre les paramètres, qui maîtrise InDesign dans la salle. Voilà. On est capable de former sur InDesign, mais vous voyez qu'on est vraiment dans une continuité graphique par rapport à ça. J'ai répondu à votre question ? Super. Est-ce que vous aviez d'autres questions ? Eh bien écoutez, 45.
On a été pile poil sur le temps. Merci à toutes et tous d'avoir été présents. Et je vous souhaite une excellente journée en tout cas. Merci encore.